Il est 7h12. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le PDG de la société ES2, Franck Galland. Bonjour Franck Galland. Bonjour. ES2 comme Environmental Emergency and Security Service, autrement dit urgence environnementale et services de sécurité. Vous êtes, Franck Galland, un spécialiste des enjeux de sécurité liés à l'eau qui a rarement aussi bien mérité son surnom d'or bleu. On se fait la guerre pour l'eau par endroits dans le monde. Qu'en sera-t-il en France dans les années, dans les décennies à venir? Alors on n'y est pas encore. En tout cas, on voit que cet hiver, la situation est critique. On manque cruellement de pluie. L'été s'annonce encore plus préoccupant que l'année dernière. Franck Galland, est-ce que c'est un accident météorologique que nous vivons cet hiver ou bien est-ce que ce sont les prémices de notre nouveau climat? Alors, c'est une succession d'événements. Ce qui nous arrive cet hiver est inédit. Ça intervient après une année 2022 très très compliquée, très très problématique, Très sèche. très sèche. La mission interministérielle qui s'est réunie la semaine dernière pour rendre ses conclusions sur la sécheresse 2022 a quand même statué que 1260 cours d'eau le 1er août dernier étaient à sec, qu'on avait des déficits pluviométriques entre 35 et 40% sur une partie du territoire français. Donc très clairement, en France, aujourd'hui, comme ailleurs dans certaines parties du monde, l'eau devient un enjeu de sécurité collective et un enjeu stratégique. Oui, parce que ce qu'il faut, c'est lever le nez. Franck Galland, c'est ce que vous nous invitez à faire ce matin, parce que, en fait, la situation est catastrophique en France, mais pas seulement, en Espagne, en Italie. On voit que la diagonale de la soif, ce qu'on appelle la diagonale de la soif, et là, on prend une échelle planétaire, est en train de se déplacer. Qu'est-ce que c'est que cette diagonale de la soif, Franck Galland? Alors cette diagonale de la soif part de l'Afrique du Nord, de Tanger pour être précis. Elle traverse l'Afrique du Nord, le proche Moyen-Orient, va sur la péninsule indienne et jusqu'au nord-nord-est de la Chine. Vous savez, à Pékin, vous avez des niveaux de stress hydrique qui sont équivalents à ceux de Djibouti, à moins de 500 mètres cubes d'eau par habitant et par an en termes de ressources renouvelables. On a donc une bande de sécheresse qui court sur plusieurs milliers, dizaines de milliers de kilomètres même, sur la planète. Exactement, elle descend aussi sur le sud, sur la région sahélienne. Aujourd'hui, vous avez 150 millions de Sahéliens qui ont vu, en l'espace de 20 ans, baisser de 40% leurs ressources en eau disponibles. Et cette diagonale de la soif commence à remonter sur l'Europe du Sud. Alors l'Espagne connaît ces problèmes d'aridité et aujourd'hui, j'irais d'une crise, les Espagnols en ont fait une opportunité. Et on a beaucoup à apprendre de ce qui s'est fait en Espagne depuis 30 à 40 ans, puisque le climat semi-aride qui est le leur est un climat qui commence à s'imposer dans l'Hexagone. Et comment surmontent-ils alors justement le manque d'eau, puisqu'ils ont connu comme nous un hiver à la fois très beau, mais aussi extrêmement sec, très froid et très sec? Alors ils ont investi très massivement dans des infrastructures, les Espagnols. Aujourd'hui, une ville comme Barcelone est alimentée en eau par une station de dessalement qui couvre 20% des besoins de Barcelone. Vous avez des retenues hydrauliques aujourd'hui en Espagne qui permettent de capter 50% des pluies. L'Italie, qui connaît une grave sécheresse, aujourd'hui a des infrastructures hydrauliques qui permettent uniquement de capter 10% des pluies. Donc vous voyez le différentiel. En termes de réutilisation des eaux usées, nos amis espagnols réutilisent 15% de leurs eaux usées. En France, on est à moins de 1%. L'eau d'occasion, comme on lit par endroits, mais... L'eau d'opportunité, Ouais. plutôt. Effectivement, la réutilisation des eaux usées est une technologie à employer d'urgence. L'État d'Israël, qui est un État au milieu d'un désert, réutilise en circuit fermier 87% des eaux usées. Et nous, 1%, vous venez de dire. Moins de 1%. Moins de 1%. Moins de 1%. C'est Bon. le politically correct qui dit 1%. Donc l'optimiste dira on a une marge de progression considérable. Et on voit que les signes de stress social se multiplient autour des enjeux de l'eau. On diffusait ce reportage hier sur Europe 1, Franck Galland, dans le Var, dans le pays de Fayence. Plus de permis de construire pendant 5 ans parce qu'on estime qu'il n'y a pas assez d'eau pour accueillir de nouveaux habitants. Ce genre de situations vont se répéter. Alors, ce qui se passe dans le Var avec un déficit pluviométrique de 33% l'an passé, sur l'Argens, montre bien que déjà les arrêtés sécheresse vont se multiplier. Ensuite, je pense que l'eau de confort va devoir être de plus en plus régulée. Tout le monde veut sa piscine aujourd'hui et ça pose clairement un sujet. Ensuite, cette eau de confort, c'est aussi la climatisation. Les clims individuelles se multiplient, les clims collectives, et c'est surtout le refroidissement des centraux serveurs. Nos technologies de l'information sont très très consommatrices en énergie, et le problème, il faut beaucoup d'eau pour l'énergie. Oui, alors vous venez justement de signer une tribune dans le journal Le Monde où vous expliquez qu'il va y avoir un enjeu d'aménagement du territoire, et vous prenez des exemples. Taïwan, l'Arizona, des endroits très secs, où l'on implante des usines qui fabriquent des semi-conducteurs, qui sont d'énormes consommateurs d'eau. Qu'en sera-t-il de la France, Franck Galland, où on a ces enjeux de réindustrialisation du territoire? Il va falloir tenir compte aussi de la ressource en eau. Alors, l'industrie prélève 10% des ressources en eau disponibles en France, mais n'en consomme que 6%. Mais c'est quand même 6%.
Donc il va falloir que les groupes industriels très consommateurs en eau, déjà la pétrochimie, la papeterie, l'industrie agroalimentaire, développent des techniques typiquement de réutilisation des eaux usées. Et soit très très sobre en termes effectivement de consommation d'eau. Ça passe aussi par une vraie connaissance de ce qu'il y a en termes de réseau de distribution. On a des fuites encore beaucoup trop importantes en France sur les réseaux domestiques, mais aussi sur les réseaux industriels. Oui. Et je ne parle pas des réseaux d'irrigation. C'est de quelle ampleur les fuites dans le réseau ? Aujourd'hui en France, on a en moyenne 20% de fuites, ce qui est encore trop. Les objectifs du Grenelle 2 de l'environnement de 2010 parlaient d'un objectif de 15%, on n'y est pas. Mais vous savez, en France, à l'heure où on se parle, on a 900 000 km de réseau. C'est 23,5 fois le tour de la Terre. Donc on n'arrivera jamais à 0% de fuite. C'est juste impossible. Mais il va falloir massivement investir des milliards d'euros pour faire en sorte que cette demande en eau soit diminuée grâce simplement à la digitalisation des réseaux, par exemple. Dernière question, je reviens sur ce que vous nous disiez à propos de cette diagonale de la soie. Vous dites, le temps des 4 saisons en France, c'est terminé. On va sur 2 saisons. Elles vont de camp à camp. Elles se caractérisent comment, ces 2 saisons, Franck Galland ? Le temps de mes grands-parents, où on avait 4 saisons, malheureusement, est terminé. Et on va avoir des saisons de plus en plus sèches. Et à l'inverse, de très très fortes pluies, où en 3 jours, il est capable de pleuvoir une année. Donc il va falloir qu'on s'habitue à ces événements climatiques extrêmes. Trop de pluie, pas de pluie. Ça va nous obliger à avoir des plans d'ultime secours en eau, en période de sécheresse, et des plans de réponse aux situations d'inondation exceptionnelles. Merci Franck Galland d'être venu nous voir. On vous réinvitera sur ces enjeux de l'eau qui n'ont pas fini d'être mis sur la table. Je rappelle que vous êtes le PDG de la société ES2. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Et puis, on a des schémas météo, Dimitri, qui nous annonce de la pluie pour la semaine prochaine. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous en reparle à 7h30. Tiens, ça ne sauvera pas le climat, mais c'est toujours ça de prix. Dans moins de 5 minutes, le jour où votre rendez-vous quotidien avec les archives d'Europe 1. Oui, ce matin, Laure d'Autriche va nous raconter le premier voyage d'un président français en Algérie depuis la guerre d'indépendance. C'était Jacques Chirac en 2003, 7h19.